Comment les secours s'organisent en cas de catastrophe majeure impliquant de nombreuses victimes? Est-ce qu'il existe une sorte de plan préétabli, une organisation millimétrée pour pallier à ce genre de situation exceptionnelle? La réponse est oui, ça s'appelle un plan Novi, plan nombreuses victimes, et dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement ce qui se passe de manière imagée, comment s'organisent les secours lorsqu'un plan Novi est déclenché. Alors déjà, petit point historique sur le passé et l'évolution de ce fameux plan Novi. Le premier plan de ce genre a été créé en 1952, mais depuis il a énormément évolué. Les villes sont de plus en plus denses, les risques technologiques sont plus importants, et il y a bien évidemment en plus la montée en puissance du terrorisme. D'ailleurs, c'est en observant les attentats chez nos voisins proches, Madrid en 2004 et Londres en 2005, que les autorités françaises prennent conscience qu'il existe maintenant un risque majeur de multi-attentats en Europe. C'est-à-dire des attentats frappant à plusieurs lieux géographiques différents en même temps. Le plan Novi, appelé dans ces années-là le plan Rouge Alpha, prend pour la première fois en compte la possibilité de prendre en charge des multiples victimes dans des lieux géographiques différents, dans le cadre d'un multi-attentat. Et heureusement qu'on a anticipé ce risque-là, parce que depuis, il y a eu plusieurs catastrophes majeures en Europe impliquant de multiples victimes. Parce qu'évidemment, on pense attentat, vu ce qui s'est passé ces dernières années, c'est la première chose auquel on pense, mais d'autres raisons peuvent conduire au déclenchement d'un plan Novi. Des incendies de grande intensité impliquant des risques immédiats pour la population aux alentours, donc là pour le coup on l'a bien vu cet été malheureusement. Effondrement d'immeubles, accidents ferroviaires, accidents aériens, catastrophes naturelles, actes criminels, bref, vous l'aurez compris, toute chose qui peut entraîner l'afflux massif de victimes à un instant T. Pour mieux illustrer comment vont s'organiser les secours lors du déclenchement d'un plan Novi, j'ai créé un petit scénario qui se déroule le 14 juillet. Parce qu'à la base cette vidéo devait sortir le 14 juillet, avant que je prenne la décision d'arrêter les vidéos pour l'été, pour mieux les produire pour la rentrée. Mais du coup, on est sur un scénario d'été quoi. Pourquoi je choisis cette date en particulier? Parce que c'est un événement lors duquel des milliers de personnes vont se rassembler à un même endroit. C'est parti. Salut 75, bonjour. Oui, plusieurs appels pour signaler une explosion sur le champ de Mars au milieu de la foule. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, bonsoir monsieur le préfet, désolé de vous déranger, mais je pense qu'on a un gros problème au niveau de Paris, au niveau du champ de Mars, il y a des explosions, etc. Il faut absolument qu'on se réunisse et qu'on déclenche le plan Novi. C'est au préfet que revient l'autorité de déclencher un plan Novi. Chaque département possède son propre protocole d'application du plan Novi, puisque, par exemple, le centre opérationnel départemental va généralement être situé dans les locaux de la préfecture, et c'est de cet endroit-là que vont être coordonnés tous les différents corps de métier intervenant dans le plan Novi. Et cette localisation, va dépendre du département. Le plan Novi entraîne instantanément l'envoi de toutes les unités de secours disponibles dans un cercle donné. Et la chorégraphie millimétrée de la prise en charge des victimes, vous allez voir que le terme est particulièrement adapté, va se mettre en place en coordination avec les forces d'intervention. Ici, vous l'aurez compris, on se trouve face à un attentat. Sur un attentat, on va identifier 3 zones bien distinctes. On va identifier au plus proche de l'attentat ce qu'on appelle la zone de contact si le danger n'a pas été éliminé, en l'occurrence si les terroristes n'ont pas été neutralisés. Dans cette zone de contact, qu'on appelle aussi zone de guerre, seules les forces armées vont avoir le droit de pénétrer parce que le danger est omniprésent. Il y a ensuite la zone de combat autour de cette zone de contact où seuls les médecins et infirmiers militaires vont pouvoir pénétrer. Puis vient la troisième zone, la zone dite de reprise, zone tampon, un petit peu le no man's land où la sécurité n'est pas complètement assurée, mais on va pouvoir brancarder les victimes qui ont été extraites de la zone de combat par exemple, jusqu'à l'extérieur de la zone où on va pouvoir médicaliser. Les premières équipes de secours à proprement parler à arriver sur place vont être en général les pompiers et les acteurs de la sécurité civile, Croix-Rouge, Protection civile, etc. Et vont être suivis rapidement par le SMUR, c'est-à-dire les équipes médicalisées. Sur le terrain lui-même, ils vont pouvoir effectuer tous les gestes de secours primaires et font effectuer un tri qui doit être extrêmement rapide entre urgence absolue et urgence relative. Les urgences absolues, naturellement, vont être les premières à être évacuées vers la zone médicalisée, c'est-à-dire le poste médical avancé. Et dans cette zone, on va faire vraiment les gestes les plus essentiels. Pose de garrot pour arrêter une hémorragie, évacuation d'un pneumothorax qui pourrait être compressif et déclencher un arrêt cardiaque, mise en position
position d'attente, mise en position latérale de sécurité s'il y a des troubles neurologiques, identification des différentes victimes avec le degré d'urgence, urgence relative ou urgence absolue. Vous l'aurez compris, le strict minimum est fait sur place. On va vraiment pas passer beaucoup de temps par victime pour pouvoir effectuer des rotations rapides. Il y a des dizaines de victimes à sauver. Cette situation doit être vraiment horrible, mais il faut aller le plus rapidement possible pour sauver le plus grand nombre et prioriser un maximum. 10 secondes perdues à se poser trop de questions sur une victime aurait pu être salvateur sur une victime qui a juste besoin de la pose d'un garrot parce qu'il est en train de se vider de son sang et que ça aurait pu être arrêté facilement. En parallèle de ce premier tri sur le terrain, va se monter du coup en arrière de cette troisième zone le poste médical avancé qui va être dirigé en général par un médecin urgentiste du SAMU. Ce poste médical avancé est doté d'un matériel prévu uniquement pour ce genre de situation et il est divisé en deux zones pour les urgences absolues et pour les urgences relatives. Les postes médicaux avancés sont déployés par des équipes logisticiens qui ont été rappelés chez eux lors du déclenchement du plan Novi. Comme je l'ai dit, il s'agit de lots spécifiques préparés en avance qui sont stockés dans différents hôpitaux. Les secouristes vont donc apporter les victimes présentes sur le terrain jusqu'au poste de secours. C'est ce qu'on appelle la petite noria. Ils vont effectuer une boucle, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire un circuit, ils ramènent les victimes, ils les déposent au PMA, ils vont en rechercher d'autres. Dans les postes médicaux avancés, les victimes vont pouvoir être évaluées de façon un peu plus précise et des gestes médicaux vont cette fois pouvoir être réalisés. Intubation orotrachéale si jamais on n'a pas le choix, pose de voie veineuse, remplissage, traitement d'une hypotension, traitement d'une hémorragie, traitement des brûlures, etc. Mais encore une fois de façon rapide et le plus exhaustive possible. Au sein de ce poste médical avancé va être réalisé un nouveau tri pour déterminer quel va être l'ordre de priorité d'évacuation des victimes présentes dans le poste médical avancé. Parce que le PMA a une taille limitée et c'est surtout qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire sous une tente, notamment si la victime a besoin en urgence d'une intervention chirurgicale. On va donc trier les patients en fonction de l'ordre de priorité de départ vers un hôpital. Et dans le même timing que les secouristes sont déployés sur le terrain, que les logisticiens montent le PMA et que les premières victimes sont accueillies au PMA, les hôpitaux vont eux aussi s'organiser pour pouvoir accueillir cet afflux massif de victimes. Le déclenchement d'un plan Novi va activer en parallèle, de manière systématique, l'activation du plan blanc dans tous les hôpitaux du secteur. Rappel du personnel en repos, déprogrammation des interventions non urgentes si l'attentat se produit en journée, transfert des patients stables vers des hôpitaux périphériques pour libérer des places d'hospitalisation et surtout en réanimation, en soins intensifs, en salle de réveil et aux urgences, et organisation des équipes d'accueil au déchocage par exemple pour accueillir les victimes qui doivent aller le plus rapidement possible au bloc opératoire. On prépare les médicaments en avance, on prépare le matériel en avance, on est vraiment prêt à ce que dès que la victime arrive à l'hôpital, on la technique et on la passe au bloc opératoire le plus rapidement possible. Après passage au PMA, les victimes vont donc être évacuées au fur et à mesure par du SMUR si jamais il faut que ce soit un transport médicalisé pour les victimes les plus instables, par la Croix-Rouge, les pompiers, etc. si les victimes sont plus stables mais qu'elles doivent être quand même hospitalisées. C'est cette fois ce qu'on appelle la grande noria, la boucle qui va permettre de vider le PMA. Et donc la petite noria qui amène les victimes au PMA et la grande noria qui vide le PMA vers les hôpitaux fonctionnent en même temps et doivent être coordonnées le mieux possible pour éviter un encombrement au niveau du PMA et essayer de raccourcir au maximum les délais d'hospitalisation des patients. À l'hôpital, il y aura de nouveau un tri, soit aux urgences, soit en unité d'hospitalisation, soit en réanimation, soit directement au bloc opératoire. Et dans ce genre de situation, les salles d'opération vont tourner toute la nuit, c'est-à-dire que on va faire comme si on était la journée, on va vraiment débloquer toutes les salles pour qu'il y ait vraiment une équipe chirurgicale, une équipe d'anesthésie par salle pour pouvoir prendre tous les patients en même temps et pouvoir les enchaîner les uns après les autres. Et bien évidemment, les équipes chirurgicales vont elles aussi faire un tri avec les patients parce qu'il y a des opérations comme par exemple une fracture du fémur qui va être immobilisée mais qui ne va pas forcément passer au bloc opératoire s'il ne s'agit pas d'une fracture ouverte dans la nuit immédiatement mais qui va plutôt être repoussée. On va essayer d'étaler les opérations, celles qui peuvent être repoussées de 24-48 heures vont être repoussées au maximum pour prioriser les urgences absolues qui doivent passer immédiatement au bloc opératoire. Les ambulances repartent chercher leurs victimes et la grande noria se met en place dans ce sens-là, PMA vers hôpitaux. En même temps, on va être déclenché la CUMP, donc la cellule d'urgence médico-psychologique, pour tout de suite les victimes traumatisées qui n'ont pas forcément de dommages corporels mais qui ont vécu un énorme traumatisme. La force du plan Novi, c'est que ces PMA vont pouvoir être déclenchés dans plusieurs zones différentes. Ici, dans ce scénario, on a un attentat dans un lieu ciblé, mais dans le cas des attentats du 13 novembre 2015 par exemple, et il y avait plusieurs sites en même temps, et un poste médical avancé a été déployé par un endroit, et c'est pour ça qu'il y avait une grosse coordination des différents PMA avec un chef par PMA, et du coup des évacuations qui étaient coordonnées en même temps. Dans toutes les grandes villes de France, on a le matériel pour monter plusieurs postes médicaux avancés en même temps.
Voilà, c'est un sujet à la fois passionnant et à la fois terrifiant parce que j'en ai jamais vécu, je suis trop jeune pour ça, même si j'ai des collègues qui ont vécu les attentats en 2015, moi j'étais encore à l'école. Ceux qui travaillent au SAMU ont des entraînements réguliers sur des plans comme ça, dans les aéroports, ce genre de choses. C'est quelque chose qui fait à la fois peur et en même temps, bah c'est quelque chose qui justement qui est tellement carré on doit s'entraîner pour faire ça parce que c'est pas du tout intuitif. Mais ce que je trouve beau, je sais pas si c'est le terme adapté, c'est la coordination qu'on peut mettre en place dans ces cas-là et comment ont été réfléchis ces plans. Et de voir qu'on a essayé de vraiment mener ça sur tous les fronts et de pallier à toute éventualité. Donc le côté très carré de ces opérations, c'est vraiment quelque chose que je trouve d'admirable et c'est pour ça que j'admire autant tous les acteurs de secours qui ont agi pendant les attentats, les différents attentats qu'il y a eu en France au cours des dernières années et notamment aussi au cours des catastrophes comme cet été. Si le sujet vous intéresse, je ferai d'autres vidéos sur le sujet, je pense. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à partager cette vidéo à ceux qui voudraient s'informer sur l'organisation de la prise en charge des multivictimes en France. Je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not